de nous adresser à des gens que nous ne voyons pas. Alors vous permettrez que je me mette debout. Notre communication de ce soir, en fait, ce n'est pas une conférence. C'est un échange entre des compatriotes qui partagent le même souci, et c'est le souci de leur pays. Je commence d'abord par vous dire toutes nos gratitudes pour votre présence. Le fait que vous êtes venus nombreux ici dénote de l'intérêt que vous portez pour ce qui se passe au pays et votre ardent désir que le pays enfin puisse sortir de cette crise. Ça signifie aussi que nous pouvons compter sur vous dans l'effort que nous avons à conjuguer pour une sortie de crise. Merci de tout. La situation au pays telle que vous connaissez, c'est une situation qui évolue. Je ne vais pas reprendre l'historique de ce qui se passe au pays. Je vais plutôt m'atteler au dernier développement. Vous savez qu'à la fin de l'année 2016, il y a eu l'accord de la Saint-Sylvestre qui avait suscité tant d'espoir pour l'avenir du Congo. Moi, je me souviens encore cette nuit-là, la nuit de bonne année, la nuit de la Saint-Sylvestre, lorsque nous avons quitté le centre interdiocésain, après avoir signé l'accord, et la foule dans la ville de Kinshasa qui fêtait la nuit de bonne année en même temps qui célébrait l'accord enfin signé. C'était une nuit, on peut dire, une nuit paradigmatique. C'était la nuit qui ouvrait une porte pour une nouvelle histoire de notre pays. Nous étions pleins d'espérance. Nous étions confiants dans l'avenir du pays. Tout de suite, après bonne année, nous avions commencé ce qu'on a appelé l'arrangement particulier, qui signifie en d'autres termes la mesure de mise en application de l'accord qui était trouvé. Nous avons travaillé dur et je crois que l'arrangement particulier a pris plus de temps que l'accord lui-même, parce que là, on touchait à des points concrets. Un élément nouveau est venu s'ajouter, c'était la mort du président Étienne Tshisekedi de heureuse mémoire, le 1er février 2017. À partir de ce moment, nous, en tant que SENCO, médiation, nous avions compris que quelque chose était brisé dans l'élan qui était déclenché avec la signature de l'accord. Et les choses se sont confirmées par la suite. Au lieu que les politiciens se mettent d'accord autour du document appelé arrangement particulier, ils ont commencé à tergiverser. Jusqu'au moment, vers la fin du mois de mars, nous, en tant que conférence épiscopale, nous nous sommes dit, si nous continuons à accompagner cette classe politique qui n'a aucun souci de l'intérêt du peuple et qui met en évidence ses intérêts partisans, nous risquons, nous aussi, d'être confondus avec cette classe politique qui a déçu le peuple. Nous avons essayé avec des ultimatums et finalement, nous sommes allés trouver le président Joseph Kabila pour lui dire, pour nous, ça suffit. Nous ne pouvons pas continuer indûment à accompagner une classe politique qui apparemment ne se soucie pas du peuple.
De cette rencontre, le président nous dira, et il a dit aussi dans son discours officiel, vous avez fait un beau travail. L'arrangement particulier est terminé à 98%. Il ne reste que 2% que je vais régler moi-même. Seulement, les 2% portaient sur deux points extrêmement importants. C'était le mode de désignation du Premier ministre et le mode de désignation du président du Conseil national de suivi de l'accord, CNSA. Depuis lors, le président a résolu le problème de la manière que nous connaissons. Il a nommé un Premier ministre et il a nommé un président du Conseil national de suivi de l'accord qui, d'après notre appréciation en tant que SENCO, parrain de l'accord de la Saint-Sylvestre, ces deux nominations n'avaient pas respecté l'esprit de l'accord de la Saint-Sylvestre. Ce qui fait que ces deux nominations n'ont pas permis de résoudre le problème, la crise qui était restée avec le 2%. Depuis lors, la CENI avait commencé avec l'enrôlement, malgré ces deux entorses à l'application de l'accord, nomination d'un Premier ministre, nomination d'un président de CENSA, qui n'ont pas respecté l'esprit de l'accord de la Saint-Sylvestre. On a continué avec le processus d'enrôlement des électeurs. Pendant que le processus allait de l'avant, tout le monde réclamait un calendrier. Nous avons besoin d'un calendrier pour savoir où nous allons. La réponse du président de la CENI, à l'époque, c'était « J'ai besoin de 504 jours, je crois, 504 jours incompressibles avant d'organiser les élections. » Tout le monde avait crié au scandale. Et le président de la CENI a juré que moins de 504 jours, c'était impossible d'organiser les élections. Jusqu'au moment où nous avons eu la visite de Madame Nikki Haley. Quand elle est passée à Kinshasa, nous l'avons rencontrée. Elle a rencontré les dirigeants de l'opposition, elle a rencontré la majorité présidentielle et elle a clôturé sa visite avec une rencontre avec le président Joseph Kabila. De cette rencontre, peu de jours après le passage de Nikki, on annoncera enfin le calendrier électoral. Mais curieusement, on est passé des 504 jours incompressibles à moins de 400 jours. Miracle. C'est que le miracle est possible au Congo. Malheureusement, cette publication était assortie de contraintes. Contraintes d'ordre politique, contraintes juridiques, contraintes financières et contraintes techniques. 4 catégories de contraintes qui laissaient tellement de doutes sur l'effectivité de la tenue des élections à la date annoncée par la CENI, c'est-à-dire le 23 décembre 2018. Beaucoup sont restés avec un sentiment de doute si effectivement les élections vont se tenir. Mais la CENI dit, si je réussis
a ramené le nombre de jours à moins de 400, c'est parce que j'ai trouvé comme solution technique le vote à la machine à voter. Cette situation a jeté du trouble, de telle sorte qu'aujourd'hui, il n'y a pas un consensus autour de l'utilisation de cette machine qu'on n'a jamais testée nulle part au monde et qui n'a pas encore fait ses preuves ailleurs. Connaissant la difficulté, la situation de notre pays où il n'y a pas de route à l'intérieur, il n'y a pas d'électricité et encore moins une assistance technique au sol. À l'intérieur, en cas de problème, on peut vraiment se poser des questions si, en insistant sur l'utilisation de la machine à voter, on est dans la perspective d'aller aux élections de bonne foi. Nous citons toujours l'exemple, notre exemple, quand nous venions ici le vendredi. Nous avons pris l'avion à Bruxelles, mais l'avion est parti en retard de 3 heures, en plein cœur de l'Europe, parce que le système informatique de Air Canada ne fonctionnait pas. Si cela peut arriver avec Air Canada à Bruxelles, imaginez ce qui pourrait arriver à Bukumbu-Ikela. La situation actuellement, c'est que depuis la publication du calendrier électoral, beaucoup de gens doutent si les élections auront lieu effectivement. Le pouvoir et la CENI rassurent que les élections auront lieu. C'est dans ces contextes de crise de confiance par rapport à la tenue réelle des élections que nous, en tant que conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO, nous avions publié l'année passée un message, une déclaration intitulée « Le pays va très mal, debout Congolais ». Nous avions compris, à partir de l'analyse que nous avions faite de l'ensemble de la situation du pays, que si le peuple ne prend pas en main son destin, si le peuple ne se met pas debout, nous n'aurons pas les élections à la date annoncée. Il y a eu quelques citoyens, concitoyens, laïcs, catholiques et autres qui ont analysé notre message et qui se sont dit « nous allons passer à l'acte ». Et de leur analyse est sorti le groupe que vous connaissez bien, le CLC, Comité laïque de coordination. Ils se sont dit, nous allons nous mettre debout. Nous mettre debout, non pas contre quelqu'un, non pas pour nous attaquer au bien des gens, des autres. Nous voulons tout simplement manifester pour réclamer l'application effective de l'accord de la Saint-Sylvestre, qui n'est rien d'autre que la Constitution du Congo. Que les élections aient lieu à la date fixée. Ce comité a déjà organisé 3 marches et qui a réussi à mobiliser le peuple congolais, c'est qu'aucun parti politique n'a jamais réussi depuis quelques années. Ça signifie que le peuple congolais veut aller aux élections. Le peuple congolais
veut une alternance démocratique, pacifique, au sommet de l'État, parce que c'est de cette manière, espère-t-il, que le changement pourrait intervenir. Nous savons comment les manifestations, les marches organisées par le CLC ont été violemment réprimées. Avec des gaz lacrymogènes, avec des tirs aux balles réelles, non pas pour décourager des gens qui marchent, mais en tirant sur des personnes, à bout portant. Nos églises ont été profanées, désacralisées, des consacrés, de prêtres ont été brutalisés et humiliés, tout simplement parce qu'ils ont voulu demander ce qui est écrit dans la Constitution, ce qui est convenu dans l'accord de la Saint-Sylvestre. Nous, comme pasteurs, cette situation nous a beaucoup émus de voir un pouvoir qui a la responsabilité de protéger ses propres enfants tire sur ces enfants qui ne demandent qu'aller aux élections. Nous nous posons la question, quel est le message qui est derrière? Malgré cette situation qui nous atteint profondément en tant que pasteurs, qui nous touche de voir nos enfants tués, tout simplement parce qu'ils veulent qu'on organise les élections, nous avons évalué et nous estimons qu'au-delà des morts, paix à leurs âmes, au-delà des blessés, au-delà des humiliations subies, ces marches ont permis une avancée indéniable au Congo. La première, c'est le fait même que le peuple congolais n'est plus le même qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans. On note une évolution sensible de la part du peuple. Un peuple qui devient de plus en plus mûr politiquement et qui comprend de quel côté se trouvent ses intérêts et qui de plus en plus a le courage de défendre ses intérêts. On peut dire aujourd'hui, le peuple congolais est en train de vaincre la peur, qui était son ennemi numéro 1. Et là, je crois que c'est une avancée que rien ne pourra arrêter. Un peuple qui a compris et un peuple qui se met debout, c'est un peuple qui peut aller plus loin. La deuxième avancée, c'est le comportement de la classe politique. Sous la pression de ces 3 marches, nous voyons du côté de la majorité présidentielle un changement d'attitude. La majorité présidentielle commence à réfléchir en termes d'aller aux élections. Il devient évident pour la majorité présidentielle que les élections auront lieu à la date annoncée. Et on le voit, la majorité est en train de se préparer pour aller aux élections et gagner. Et gagner de manière écrasante. On ne peut pas leur faire des reproches. C'est une bonne guerre en politique, en démocratie. Du côté de l'opposition, il faut quand même reconnaître que l'opposition est tellement fragilisée au Congo qu'on se demandait même mais où sont les dirigeants de l'opposition.
il faut aussi reconnaître que le pouvoir fait tout pour diviser l'opposition et la fragiliser. Mais ce sont les politiciens de l'opposition qui se prêtent à ces jeux. Il n'y a personne qui les oblige à jouer les jeux du camp adverse. Mais sous le coup de dollars, parce que l'homme congolais est très sensible à ça, il y en a qui se laissent avoir. Donc, malgré sa faiblesse actuelle, nous notons du côté de l'opposition quand même un effort de regroupement. Parce que l'opposition n'a aucune chance de gagner les élections si elle se présente en ordre dispersé. Il y a un effort qui a commencé. Nous avons suivi ce qui s'est passé en Afrique du Sud il y a quelques jours autour de la personne de Moïse Katumbi. Il a réussi à fédérer avec quelques partis politiques de l'opposition autour de son nom. Il y a un autre regroupement qui s'est constitué au niveau de Kinshasa entre l'ULC, l'UNC, MLC et Palou. À un moment, il y avait l'UDPS, mais il y a eu le message contradictoire du secrétaire de l'UDPS qui a jeté du trouble sur ce qui s'est constitué. Ça, c'est la faiblesse actuelle de l'UDPS. Il y a Félix qui dit une chose et son secrétaire dit autre chose. Un royaume divisé est un royaume qui va à sa perte. Ça, c'est la situation actuelle. Pourquoi nous sommes ici? Nous sommes ici pour une simple raison. Nous avons constaté que les choses évoluent au Congo s'il y a une vraie pression. Pression interne et pression externe. S'il y a conjugaison de ces deux pressions, la situation évolue. Nous avons commencé déjà au niveau interne et le constat, c'est le travail fait par le CLC. C'est un travail qui a fait bouger les choses. Les lignes sont en train de bouger au Congo. Il faut consolider ce qui s'est fait à l'interne par un appui de la communauté internationale. En commençant par les Nations Unies, tout de suite, notre secrétaire général va à New York parce qu'il y a une communication à faire demain au niveau du Conseil de sécurité. Mais nous continuons à sensibiliser les grandes puissances qui ont une certaine influence sur ce qui se fait au Congo. C'est ce qu'on appelle la communauté internationale. Nous savons tous que cette communauté internationale n'est pas aussi une communauté qu'on le dit. Ce sont des États, des grands pays qui sont là pour défendre leurs intérêts. Et même entre eux, il y a des confrontations parce que chacun veut avoir le gros morceau. Le problème du Congo, c'est l'immensité des richesses, mais chacun veut prendre comme un éléphant qu'on a abattu dans la forêt. Il suffit de te présenter avec un bon couteau bien aiguisé et tu auras un gros morceau. Mais ce travail que nous faisons aura aussi des répercussions si vous, les Congolais vivant dans tous ces pays, vous teniez le même langage que nous, c'est-à-dire nous nous retrouvions sur certaines lignes de conduite, une direction dans laquelle nous voulons faire.